je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de nos sociétaires et je voudrais saluer tout de suite Nicolas Gardère, avocat. Bonjour Nicolas. Nicolas en chasse un autre. Nicolas Gauthier, journaliste à Boulevard Voltaire. Je salue Philippe Randa. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Philippe Randa qui dirige le site Euroliberté en pleine progression, ce site formidable. Félicitations d'ailleurs. Philippe Randa est à côté de Stéphanie Bignon, militante associative Terre et Famille. C'est votre bébé que vous portez à bout de bras et c'est une très belle association. On peut aller bien évidemment consulter sur Internet cette association. C'est aujourd'hui, vous êtes associé à Pierre Gentillet à côté de vous, qui est l'ancien dirigeant des jeunes de la droite populaire avec Thierry Mariani. Vous soutenez François Fillon là ? Non. Pourquoi non? Vous soutenez Mariani qui soutient Fillon? J'ai beaucoup d'amitié pour Thierry Mariani, mais je ne soutiens pas François Fillon. C'est pas automatique. Bon, allez, on va en parler tout de suite parce que je veux saluer tout de suite notre invité. Il est le rédacteur en chef de la revue Causeur et je salue Daoud Bourzala. Bonsoir Daoud Bourzala. Merci et bravo d'être parmi nous. Alors, vous avez vécu quelque chose de magique parce que nous avons eu ce soir, et les émissions sont en direct et c'est comme ça, de très très nombreux problèmes techniques. Et bien voilà, c'est une difficulté que nous allons dépasser ensemble et nous arrivons donc tout de suite à ce journal Causeur. Mais alors, il y a la première question qui me vient à l'esprit, c'est que depuis juillet 2008, Causeur a sa déclinaison papier. Vous êtes dans les kiosques depuis 2013 et vous avez fait exactement le chemin inverse de ce d'autres journaux. Je pense par exemple à François, qu'on a bien connu. François a eu sa version papier brillante, puis après, à faute de vente, a fini par faire seulement un site internet. Eh bien, vous avez fait exactement le contraire. Vous avez démarré sur un site internet pour aller finalement distribuer ce mensuel papier dans les kiosques et le vendre bien, et même très très bien. Est-ce que c'était un choix économique particulièrement audacieux ? Ça a été un choix économique et j'ai envie de dire presque un choix culturel, puisqu'on est des amoureux du papier, qu'on ne se résout pas à ce que la presse papier dépérisse ou tombe en désuétude et que le papier, ça nous offre un confort intellectuel extraordinaire. Vous imaginez, vous pouvez aussi bien publier des brefs cinémas que des reportages fleuves de 6-8 pages, des interviews approfondies avec de 6-8 pages aussi avec des gens comme Zemmour ou Buisson que vous pouvez pousser dans leur retranchement. Donc le papier, pour nous, c'est identitaire. Alors, il y a quand même aussi une autre chose qui m'impressionne finalement, c'est que vous êtes à contre-courant de la tendance sur les sites d'actualité. La tendance sur les sites d'actualité, c'est de faire des papiers courts. Si on regarde un journal comme l'Express, par exemple, je ne sais pas si je vous en ai parlé un jour, mais dans l'Express, vous avez une page de pub, une page de pub, une page de pub, des brèves, une page de pub, et enfin, une page de pub, tout ça par un éditorial de Barbier. Mais là, il n'est plus à l'Express, je crois, il a été viré. Où il est parti. Bon, moralité... Il y a justice dans la vie. Oui, à la contre-courant. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on aimait chez lui, c'était son écharpe. À contre-courant de la tendance, pas d'écharpe, s'il vous plaît, je vais prendre ma langue. Vous faites des papiers longs. Ça, c'est un choix quand même, là aussi, particulièrement audacieux. Oui, mais je crois que nos lecteurs l'apprécient, vous avez raison, on ne peut pas lire, c'est pas donné à tous les journaux de publier un reportage de 25 000 signes, 8 pages pour les lecteurs sur une situation comme Aubervilliers, où vous voyez les tensions communautaires, pour le dire gentiment, avec diplomatie, ou de publier une interview de Zemmour de 6 pages dont on ne retiendra évidemment que la petite phrase incriminée par certaines associations. Mais il me semble que nos lecteurs sont tout à fait ouverts à ce genre de papier long, y compris des jeunes d'ailleurs, qui sont très demandeurs. Alors, est-ce que Causeur, c'est aussi des thématiques qui sont surprenantes. Je prends le dernier numéro. Tiens, je vais le montrer aux téléspectateurs. France Inter aux Français. Ça veut dire que France Inter n'était pas aux Français ? C'est pas français, France Inter ? C'est-à-dire que tout le monde, vous comme moi, nous payons une redevance pour le service public de l'audiovisuel. Et de l'avis de tous, France Inter ne reflète pas la diversité d'opinions qui existe dans ce pays. Il y a quand même une mission de service public et une obligation de pluralisme politique. Et vous sortez ça au moment où France Inter fait un tabac, un nombre d'auditeurs, ils ne sont jamais fait autant d'auditeurs que depuis 2002, alors qu'ils avaient fait une grève. Oui, écoutez, grand bien leur face, mais je ne sais pas combien de fois TV Liberté a été cité par France Inter dans les revues de presse. Zéro fois, j'espère. Voilà, l'honneur est sauf. Je crois que Christophe Barbier l'avait cité dans l'Express, il a été viré.
Oui, mais vous plaisantez, mais Maître Goldnadel, vous expliquerez ce qu'il en coûte à certains responsables de revues de presse d'avoir cité un magazine comme Présent, un quotidien comme Présent, il y a quelques années. Voilà, Fabrice Le Quintrec. Le Quintrec qui a été viré, puis placardisé par l'intervention des prud'hommes. Mais vous voyez où on en est. Et un comique de gauche, d'une gauche républicaine, plutôt chevènementiste, comme le professeur Rollin, que j'ai rencontré il y a quelques jours, me disait... Bonjour, professeur Rollin. Voilà, qui a toujours raison. Il me disait à quel point Patrick Cohen était exaspéré par ce type mal pensant. Il avait eu sa peau. Et lui n'en peut plus de ces matons de panurge, du pavlovisme idéologique qui règne à France Inter. C'est vous dire à quel point c'est irrespirable, et pas seulement pour des gens de droite. Pour Causeur, Elisabeth Lévy, elle est tous les jours sur Reteleux. Vous êtes cité par Natacha Polony sur Europe numéro 1. Oui, j'adore dire ça. Oui, j'ai l'impression que je suis jupé. Oui, il vous échappera pas que Europe numéro 1 est une radio privée de nos jours, et que France Inter, d'ailleurs, de manière assez courtoise, a cité notre numéro qui est plutôt à charge, en ajoutant que nous avions trouvé très intéressant l'ouvrage de Patrick Buisson. Donc, comprenne qui pourra. Hein. Il y a un sous-texte. Bon, alors, de quoi vous vous plaignez ? Écoutez, le problème, c'est qu'on est à l'ère du soupçon, et qu'aujourd'hui, France Inter, lorsqu'il reçoit quelqu'un comme, je ne sais pas moi, un homme politique qui n'est pas de son goût, vous avez tous les humoristes de cour qui liquident cet homme politique. Et je pense, d'ailleurs, on en viendra peut-être à ce sujet, que François Fillon a marqué énormément de points en flinguant littéralement Charline Van Honecker en direct à la télévision. Je pense que ça lui a fait un bien fou électoralement, et que les Français étaient heureux, soulagés. Ça a soulevé tout le monde. C'était une catharsis extraordinaire. À propos de journaux et de publicité, vous parlez de celle de l'Express. Il y a un précédent assez intéressant, c'est Marianne, de l'époque de Jean-François Kahn, qui se vendait à plus de 100 000 exemplaires. Il n'y avait pas une page de pub. Ils ont fini par avoir de la publicité. Ils ont eu de plus en plus, ils ont perdu de moins en moins de lecteurs. Parce qu'il faut savoir une chose dans les médias mainstream, médias dominants, c'est que le vrai décisionnaire dans le conseil de comité de rédaction, c'est l'annonceur. Tel papier trop clivant, oh non. Surtout dans la presse féminine, d'ailleurs, vous savez. Il faut des sujets doux, la psychologie, le Dalai Lama ou un Mathieu Ricard habillé en double rideau. Ça passe. Fils de Jean-François Revel. Vous êtes le fils de Mathieu Ricard. Vous avez son écharpe, si vous voulez. Donc, oui, c'est l'écharpe de Mathieu Ricard, celle-là. Non, mais attendez. Ce que dit Gauthier, en parlant du fils de Jean-François Revel, est important. Quel est le modèle économique de Causeur ? Parce que je feuillette ce journal où j'ai déjà publié, enfin en tout cas sur ce site internet, il n'y a pas de pub. Oui. Comment est-ce que vous, Daoud, êtes rémunéré ? Alors, nous n'avons pas de publicité, ce qui est surtout un choix des annonceurs, hein, il faut bien le dire, puisque aujourd'hui, quand on clive, il est très difficile de vendre des publicités. Hein. Donc, nous avons des rentrées d'argent assez simples. Hein. Il s'agit tout simplement des numéros que nous vendons, aussi bien sur notre site internet, qui rapportent un peu, puisque nous avons aussi un site internet qui est alimenté tous les jours avec des nouvelles fraîches, des articles qui vous est même arrivé de signer à l'occasion. C'est dire que vous êtes ouvert à tout. Voilà. Je suis un garçon ouvert. À tout le monde, même aux avocats. Mais cela dit, qu'un journal vive de ses lecteurs, ça a longtemps été le cas, et ça me semble pas être scandaleux non plus. Quoi. Dans la libre parole d'Édouard Drummond, non, allez, il y avait de la pub. Causeur, la radio publique est à tout le monde. Commencez pas si vous voulez, parce que sinon on va pas finir l'émission comme ça. La radio publique est à tout le monde. France Inter aux Français, ça c'est le dernier numéro. C'est l'âme aussi de Causeur, c'est Elisabeth Lévy. Est-ce que c'est important pour Causeur ? Bien sûr, on n'imagine pas Monsieur Hulot sans Jacques Tati, on n'imagine pas les dessins animés de Walt Disney sans Walt Disney. Donc évidemment, c'est la figure de proue, l'âme de Causeur, celle sans qui rien n'aurait été possible. Et en même temps, elle laisse exister des personnalités à côté d'elle. Notre slogan est surtout si vous n'êtes pas d'accord. Donc ce qui est assez rare, c'est un journal d'opinion au pluriel, avec un S à opinion, où vous trouvez à peu près tout et son contraire sur des sujets comme Trump, les primaires de la droite, l'écologie, l'économie, ou même si on est classé plutôt à droite, il nous arrive de donner la parole régulièrement à des anticapitalistes comme Jean-Claude Michéa, pour lequel j'ai la plus grande admiration. Et donc pour vous dire qu'il y a une grande divergence, quel que soit ce que pense Elisabeth. Dernière question que je voulais vous poser, c'est quand même aussi dangereux de répondre à Causeur, parce que par exemple Éric Zemmour, dont je n'ai pas l'impression que vous vouliez du mal particulièrement à son œuvre et à son action, eh bien dans une interview donnée à Causeur, il a fait une affirmation qui l'a amené à être, non pas poursuivi, mais une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme.
Oui, une plainte a été déposée par des associations de victimes. Et une avocate également. Oui, alors il faut bien savoir que Zemmour avait rigoureusement dit la même chose, et dans son livre, et dans je ne sais quel colloque, dans le sud de la France, je crois. Donc notre entretien n'y est pour rien. Et puis, évidemment, Zemmour n'a absolument pas fait l'apologie du terrorisme. Bon, si Zemmour était un zélote du djihadisme salafiste, ça se saurait quand même. Mais aujourd'hui, on traque le moindre faux pas imaginaire. Donc, les associations veulent la peau de Zemmour, ils inventent un délit, voilà. Tout est bon. Ouais. Martial, j'aimerais juste, en tant qu'avocat spécialisé en droit pénal de la presse, juste réagir à ce sujet. Il n'y a pas de faux pas. J'ai dit imaginaire. Imaginaire. Non, mais il n'y a pas de faux pas. Imaginaire. Le faux pas est totalement imaginaire. Oui, absolument. Je veux dire, c'est absolument ridicule. Ici même, dans cette émission, j'ai parlé du romantisme des djihadistes. Voilà. C'est-à-dire, c'était juste rappelé. Mais c'est le sujet. C'est exactement le même que propos. vous voulez être poursuivi aussi pour votre gloire et Non, votre mais J'ai gloriole. déjà été poursuivi par vos amis policiers. Non. Ça me suffit. Ça me va. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est ridicule. Non, mais Ça n'est absolument pas l'objet de la loi de 1881, complétée et modifiée par la loi Pleven et la loi Guesso. Ça n'est absolument pas l'objet de cette loi. C'est absolument pitoyable. Les actions contre Zemmour sont pitoyables. Et Dieu sait que je suis loin des opinions d'Éric Zemmour. Martial, la chasse aux sorcières, juste un petit mot sur Éric Zemmour et la chasse aux sorcières. Il n'y a pas que dans les journaux. Éric Zemmour a eu et publié chez Albin Michel. Il y a eu une pétition d'auteurs d'Albin Michel pour le faire virer. Donc c'est pas forcément ridicule, aussi, c'est odieux, quoi. La rédaction du Figaro aussi. La la rédaction pétition du n'a pas Figaro. fonctionné parce que les auteurs qui pétitionnaient contre... Oui, ils vendaient pas et lui, il vend beaucoup. Contre et Zemmour ne vendaient pas. Ah oui. Et c'est grâce au pognon de Zemmour que ces crétins étaient payés, quoi. Donc il y a un moment... Allez, on va passer à l'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté formidable à ce qu'Éric Zemmour soit poursuivi et condamné même pour ses propos contre les musulmans et contre l'islam, mais dans un même temps soit aussi poursuivi pour faire l'apologie de l'islamisme et du terrorisme islamiste radical. Jean-Michel Afati vous expliquera sans ciller que Éric Zemmour est à la fois un zélote du djihadisme et un islamophobe patenté. J'ai envie de dire, apathie, goulag. J'en ai fini. La primaire de la droite. On va essayer de ramasser cette émission qui va être un petit peu plus courte que d'habitude pour des raisons techniques que je vous ai évoquées. Et nous allons évoquer le premier sujet qui est la primaire de la droite. Fillon-Juppé, combat d'hommes ou combat d'idées. Alors François Hollande qui n'en rate pas une, avait indiqué dans les confidences qu'il a fait aux journalistes du Monde que François Fillon n'avait aucune chance de réussir. Aucune, la primaire, puisque sa place serait occupée par Alain Juppé. Bon, ben voilà, c'est l'Élisabeth Tessier de l'Élysée, il ne peut pas avoir raison à tous les François coups. Pignon. Alors, depuis dimanche, le débat se crispe entre les deux finalistes de la primaire de la droite, et pourtant Fillon a été le Premier ministre de Juppé. Je crois que Juppé a été le Premier ministre de Fillon, ou pas loin. Ils sont depuis des décennies membres de l'UMP, des Républicains, difficile dans ces conditions de les départager, et pourtant, malgré les résultats, le système, encense Juppé et tourne ses canons sur Fillon, feu sur Fillon. Est-ce que vous avez été sensibilisé à cette primaire et à ce résultat de dimanche dernier, puisque nous enregistrons mercredi très tard dans la soirée? Oui, alors j'ai été beaucoup plus intéressé par le résultat des primaires que par les débats qui étaient finalement assez indigents, je trouve, et assez pauvres en querelle idéologique. C'était des postures. Moins qu'en Amérique, quand même. Oui, si vous voulez, oui, on peut la peste et le choléra, mais on en prend le chemin quand même. On en prend le chemin. Vous savez, à part Poisson, avec sa profession de foi, c'est le cas de le dire, qui est empreinte de sincérité. Il s'agit de petites postures, sans débat de fond. Quand il a été vaguement question de politique étrangère, qui est quand même l'alpha et l'oméga des missions du président de la République, alors Juppé vous explique que la Russie c'est le diable, Fillon vous explique qu'il faut dialoguer avec Poutine, mais vous savez, il n'y a aucune argumentation qui n'est ressortie de tout ça. Je pense que Fillon a marqué des points lors des débats pour deux raisons, parce qu'il s'est payé deux professions unies des Français, qui sont les journalistes, et il a bien raison.
voilà, avec une mise en scène, avec une mise en scène qui était un peu préparée, mais qui a marché lorsqu'il s'est révolté dans le dernier débat contre les questions ineptes des journalistes, et également, surtout lorsqu'il a rembarré la comique de cours de France Inter, Charline von Honecker. Je pense que sa cote de popularité a fait un bond dans les sondages, là aussi, puisque je pense que les Français n'en peuvent plus de tous ces gens qui leur disent quoi penser, qui sont les méchants. On appelle l'infotainment. Hein? Oui, mais avec le bâton en plus pour tenser les malpensants. On est un petit peu entre la messe et la télé-réalité, quoi. On vous amuse, mais il y a le sermon. Oui, mais dans sa version sadomasochiste. Et si on vote mal, il faut dire non, je ne ferai plus. Alors, Charline, qui est quand même belge. J'aimerais qu'on l'appelle la Belge Charline. D'accord. Alors, est-ce que Nicolas, est-ce que Pierre Gentillet, vous êtes, je vous ai un peu moqué, mais c'est vrai, vous êtes issu de cette des Républicains, non pas du tout, mais moqué gentiment. Oui. Hein, est-ce que vous avez regardé ce débat quand même avec intérêt? Le dernier, écoutez, pour vous tout dire, ce débat total, je veux dire général. Alors bon, j'ai suivi un petit peu les positions des uns et des autres. Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens transparents, Bruno Le Maire, bon, on a compris que... d'ailleurs, le renouveau, il a fait 3%, donc ça fait plaisir. Intérieurement, ça fait plaisir. Bruno Le Maire à 3%, ça fait plaisir. Mais ce qui fait encore plus plaisir, en fait, je vais dire ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait encore plus plaisir, il y a encore deux choses. C'est Copé à 0,3% talonné par le vote blanc, et c'est surtout Sarkozy qui est à 20%, sachant que dans les trois débats, j'ai regardé un peu en diagonale les trois débats, mais à chaque fois, il essayait de prendre de la hauteur par rapport aux autres, de se mettre pour Monsieur le Président, il disait « revenons à des sujets importants, soyons très précis dans ce que nous parlons », en essayant d'être celui qui est au-dessus. Il en faisait des tonnes. Aujourd'hui, 20%, au-dessus il y a Juppé à 26 et Fillon à 44 et ça a été plié en une soirée. Au revoir, les Français n'en veulent plus. Est-ce que vous ne pensez pas que si les voix de la gauche, on dit que 400 à 600 000 voix de la gauche ne s'étaient pas portées sur Alain Juppé, il serait quand même derrière François Fillon, le duel serait Fillon-Sarkozy? Si, alors si la campagne c'était uniquement, si l'électorat avait seulement été celui des adhérents de l'UMP, il est clair que le second tour aurait été Fillon-Sarkozy. Ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. D'ailleurs, dans les 20%, je tiens à vous le dire, dans les 20% qui ont voté pour Sarkozy, je suis convaincu qu'il y en a... Enfin, il faudrait faire un sondage dans les adhérents du parti, mais je pense qu'il y en a une écrasante majorité. À mon avis, le premier dans les adhérents du Parti des Républicains, celui qui prend le plus de voix, à mon avis, c'est Sarkozy. Hein. Parce que c'est ça qui a fait quand même le gros de ses voix. Maintenant, bon, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. On se retrouve avec un Juppé et un Fillon. A priori, il n'y aura pas trop de surprises. Fillon va l'emporter. 44%, 26%. La gauche ne va pas se déplacer. Et surtout, la gauche ne va pas appeler à voter Juppé parce que le meilleur adversaire pour la gauche, c'est Fillon. C'est Fillon parce que Fillon, c'est une espèce d'épouvantail qu'on dresse. Alors on l'imagine réactionnaire, etc. Tout ça. Alors que pas du tout. On l'imagine, exactement. Il a quelques positions intéressantes sur la politique étrangère. Ça, c'est vrai. En particulier vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Syrie, etc. Le problème, ce sera celui de sa régularité. Parce que Fillon n'est pas quelqu'un qui... Enfin, il faut voir, mais ses positions évoluent. Il bouge un peu. Donc c'est le meilleur adversaire de la gauche, et c'est probablement des trois entre Juppé, Sarkozy et lui, celui qui souhaitait le moins le Front National. Parce qu'on est dans un triptyque, hein, Front National, Parti Socialiste et les Républicains. Parce que Sarkozy, c'était génial, parce que on refaisait le même coup que 2007-2012, on disait, mais regardez, c'est encore le même. Juppé, c'est la gauche, et ça ouvrait normalement... Ça, on peut en débattre ici. Ça ouvrait normalement un boulevard au front, qui n'avait pas besoin de faire grand-chose, beaucoup de pas à droite. Mais là, c'est Fillon. Et Fillon, c'est un peu... je sais pas comment dire ça. Il essaie de faire un peu Thatcher. On ne sait pas trop à quoi il ressemble. Il a un demi-morceau de Trump en lui, peut-être, si on parle de la politique étrangère. On n'arrive pas trop à le situer, parce que je pense que lui-même ne sait pas trop où se situer. Il essaie de sentir un peu les choses sur le conservatisme, etc. Voilà. Il a sens commun. Il a sens commun, je termine, il a sens commun avec lui, ce qui a peut-être effectivement aidé une certaine bourgeoisie qui était sortie, mais pas que, hein, pendant la manif pour tous, à aller voter pour lui. Et d'ailleurs, Poisson a beaucoup pâti de ce vote utile. Et il a fait, je tiens juste à le dire quand même, il a fait 1,5%, ce qui est quand même très honorable. Très honorable, pour deux raisons. Un, parce que les petits candidats, le plus gros des petits candidats, je crois que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'est réjoui de faire 2,8 ou 3%. Il est à 2,6. Il est à 1,5. Donc il y a ça. Et deuxièmement, moi je connais plein de gens qui étaient prêts à voter Poisson et qui dans la dernière semaine, et ça c'est, on parlera des sondages pour ça sans doute, comme ils ont vu que Fillon rattrapait Sarkozy, ils se sont dit, faut voter Fillon. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu le vote utile... voilà. Il ne faut pas se moquer du 1,5 de Poisson, que c'est 6 fois plus de voix que Copé, qui est quand même ancien président de l'UMP. Tout à fait.
Poisson, moi qui habite vers Rambouillet, je savais qui c'était, Oui. mais j'étais un des seuls en France. Hein. C'est vrai. Et moi, j'habite la région, je savais pas que c'était mon député. Je suis arrivé après l'élection législative. Vous le savez, la oui, famille, maintenant là-bas. il est connu en France, Nicolas Gardère. Vous avez regardé cela en observateur? Oui, j'ai regardé. Ma bonne amie Charlotte Dornelas m'a imposé de regarder le 3e débat. Bon, non. Ce que je veux juste te dire, c'est que je ne vous cache pas que j'ai ressenti un authentique plaisir érotique à voir Sarkozy battu et à voir Jean-François Copé, qui avec Laurent Wauquiez est quand même un de mes champions. Geoffroy Didier peut rejoindre le Il est sur Hall le of podium, Fame. Vous savez comment on dit en NBA ou en NFL, le Hall of Fame. Les plus grands des plus grands. J'avoue Pécresse. que Jean-François Copé à 0,3%, ça m'a fait un petit quelque chose. J'avoue que j'étais pas mécontent. Vous avez omis d'écouter sa conférence de presse où il dit, de manière, allez, je sais pas, on va pas tirer sur l'ambulance, mais enfin, il est quand même fabuleux. un peu. Parce qu'il dit, Kosciusko Morizet, le maire, Poisson et moi, nous sommes arrivés dans un mouchoir de poche. 0,3 à 3%, il y a quand même de la marge et 90 000 voix de plus. Mais c'était le lieu du pain au mouchoir, chocolat, quoi. faut multiplier par 10. hein. Voilà, c'est Vous comme savez, le prix du Jean-François prix au Copé, chocolat. c'est un peu comme cet enfant bientôt diagnostiqué attardé qui est méritant. Mais ce que je veux juste te dire, c'est... C'est Forrest Gump, quoi. Un petit peu. Cours, Forrest. Mais Il n'est pas allé bien loin. Hein. Jean-François Copé Pas est courir. issu d'une famille qui a beaucoup souffert et il faut le respecter pour ça. Ce que je veux juste te dire, On peut plus souffrir. c'est ça. Et tonton David, ça. C'est ça, tonton. Les inconnus. Alors, Les on nègres poursuit. marrons. Non, parlons des nègres marrons un peu. Non, parlons pas des nègres marrons. Mais non, ce que je veux juste te dire, Il c'est était à la que primaire. Avancez. comment il s'appelle-t-il? François Fillon. François Fillon, il incarne quelque chose. Ça n'est pas un vote, je veux dire, par défaut. Ça n'est pas un vote anti-Sarkozy ou anti-Juppé. C'est un vote d'adhésion, une adhésion fugace, une adhésion tardive, mais une adhésion quand même. Une adhésion de... Parce que, concrètement, le bourgeois conservateur, le riche, il a peur de perdre, il aime bien gagner. C'est l'ontologie de son existence, tu vois. Et au moment où il voit que Fillon peut gagner, là, il se rue. Et au final, qui a voté Fillon? Les riches. La bourgeoisie conservatrice. C'est Qu'est-ce que un vous en vrai savez, vote ça de classe. Qu'est-ce que vous en Il savez, y a un ça vote de... Mais il y a eu des Bah, études... la bourgeoisie, Non. il arrive en tête à On Paris. n'est la plus dans les bourgeoisie, elle vote sondages. On n'est Hidalgo. plus dans les sondages, là. On est dans une sorte de vérité de sociologie électorale. Je crois pas du tout à ça. C'est... Martial. Si. Il y a eu des études. Il a en partie Qu'est-ce- raison, et parce que c'est les classes sorti. moyennes aisées qui sont matraquées fiscalement ont été très sensibles au discours de Fillon, parce que Fillon, un des 3 sujets qu'il avançait le plus, et c'est en ça que je rejoins le propos de ça. mon futur confrère Gardère, c'est il y a un qu'effectivement, vrai vote de classe. ça les a motivés à se déplacer. Il y a un Je vrai t'en vote de prie. classe. C'est-à-dire que la droite a voté Fillon. C'est-à-dire qu'on va élire, enfin vous allez élire, en tout cas pas moi, certainement pas, mais élire le président le plus à droite depuis Patrice de MacMahon. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente. Pour le reste, j'aimerais rappeler ce souvenir personnel. Vous connaissez les méandres de l'esprit. Vous êtes un homme du ça, du S. Et moi, quand je pense à Fillon, tout de suite, j'ai cette figure tutélaire qui vient à mon esprit. La figure de Nigel Mansell, champion du monde 92. Vous savez, l'ennui. Moi, les dimanches après-midi, après le déjeuner dominical, avec mon père, parce que j'aimais avoir des activités avec mon père, j'avais 10 ans. il y avait l'école des fans aussi, hein. Lui s'endormait devant le Grand Prix de Formule 1. Moi, je le regardais pour lui faire plaisir. Et qui a été champion du monde en 92, j'avais 10 ans. Nigel Mansell. Et pour moi, cet homme placide, replet et moustachu qui était Nigel Mansell, c'est l'image qui me vient immédiatement à l'esprit quand je pense à François Fillon. Parce que Fillon, c'est quoi? C'est d'abord un ennui crasse. C'est quand même formidable que, avec vous, j'aurais beaucoup avancé sur la psychologie, ou la psychopathologie même, et par définition sans avoir lu Freud. Et je trouve que c'est formidable que de comprendre comment vous êtes aujourd'hui en expliquant que vous regardiez Nigel Mansell à 10 ans. Voilà, comme quoi la Formule 1 mène à tout, à condition de ne pas la regarder. Stéphanie Bignon. Oui, alors, la question c'est quand même les primaires à droite, Fillon-Juppé, un combat d'hommes ou un combat d'idées. Je pense que ces 2 hommes sont à gauche. Mais tout le monde est à gauche avec Oui, vous, même moi. exactement. Je m'inquiète. Moi, je suis à ta droite, hein, c'est bon. Alors, Ah, vous êtes tous à sa gauche, c'est Et sûr. en fait- Quand j'ai en besoin fait- de prouver que je suis de gauche, je vous invite à côté de moi. je veux bien faire la Libye, pas de problème. Et donc, en fait, on n'assiste pas à un combat ni d'hommes ni d'idées, mais à un combat d'emballage. Et alors, je le prouve parce que ce sont 2 hommes de l'UMP, et l'UMP, j'invite
j'invite les téléspectateurs à se pencher sur la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, en 2011, a été signée sans demander l'avis du peuple français. Et je cite la Convention d'Istanbul, c'est « l'éradication de toute pratique fondée sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes ». Donc... vous êtes loin du rôle stéréotypé, Vignon. Oui, exactement. Excusez-moi. Alors, du coup, mais justement, vous êtes j'ai pas une femme besoin, à cœur besoin de la d'homme, théorie comme on du dit au genre. 19e. J'ai donc pas besoin de la théorie du genre, pardon. Et qui dit théorie du genre, dit mariage pour tous dans la foulée, forcément. Donc ces gens-là sont d'une veine de gauche. Et alors, j'aurais vraiment un message à adresser à nos amis du sens commun, parce que je ne doute pas qu'ils manquent de sens commun, qu'ils n'en manquent pas. Je suis sûre qu'il y a du sens commun dans ces personnes. Mais... arrêtez de suivre ces gens qui finalement ne sont que l'apparence de ce qu'ils sont réellement. Et on le voit par exemple dans la réponse qu'a fait M. Fillon à M. Juppé, M. Juppé a accusé M. Fillon d'être contre l'avortement et M. Fillon de se défendre, je dirais, très mollement en expliquant qu'il était pour la libération des corps et pour le féminisme. Donc, bravo. Bravo. Ah bah oui. Et précisément dans cette campagne d'affichage. Satan sort de ce corps. Dans cette campagne d'affichage qui est inspirée par Marisol Touraine, évidemment, cette campagne d'affichage immonde. Qui fait donc qui envahit nos villes et je salue les maires. Il faut savoir que les maires, les républicains, peuvent faire réagir. Les maires, les républicains peuvent interdire Decaux, mais tous les maires, il n'y a pas que des maires républicains. Ah, celui d'Angers, celui oui, c'est ça. Que les maires peuvent réagir, il faut le dire. Le maire reste quand même, il a ce pouvoir. Donc vraiment je les salue, je salue leur courage. Et par contre je salue un petit peu moins le courage de M. Fillon qui reste extrêmement évasif et qui surtout dira que ce qui compte d'abord c'est de lutter contre le sida. Mais là, je dirais à M. Fillon, on ne lutte pas contre le sida en incitant à la débauche. Voilà. Mais vous découvrez en François Fillon. Mais oui, mais François Fillon, c'est François Fillon, quoi. Je veux dire, tel qu'en lui-même. Il se déjuge pas. Non, mais vous avez raison, Martial. Et là, je vous approuve complètement. Ce qui m'ennuie, c'est les gens qui croient voir en M. Fillon quelque chose ou quelqu'un qu'il n'est pas. Mais d'un autre côté, Stéphanie, dans l'ensemble de la classe politique, il n'y a pas une personnalité qui ne veuille remettre en cause la loi Veil. C'est pour ça que je ne vote pas. Il ne peut pas s'extraire de la réalité de tous. J'aimerais juste dire un mot. La position de François Fillon, c'est-à-dire je suis à titre personnel contre l'avortement, mais pour l'intérêt général, je veux me maintenir de la loi Veil, c'est exactement au mot près la position de Bill Clinton à l'époque. Vous savez, aux États-Unis, le pro-life, pro-choice, c'est un enjeu cardinal, contrairement à la France. Et Bill Clinton avait dit exactement ça. D'accord. Et vous voulez dire que François Fillon, c'est Bill Clinton et que Monica, c'est... À l'époque où... Parce qu'il est beaucoup moins ennuyeux à partir de ce moment-là pour vous. Bill est un peu plus funny que François. La France au François. Il a l'air très funny, même si la France est moins. Ce que je veux juste te dire, c'est que Bill Clinton avait exactement dit la même chose. Il avait dit, à titre personnel, intimement, ça me gêne. Mais pour l'intérêt général de l'Amérique... la religion dans la sphère privée, ça devrait la sphère privée, ça devrait vous intéresser, ça devrait être ça, parce que c'est vous qui avez fait depuis longtemps, la gauche a souhaité que la religion soit dans la sphère privée. Alors, je suis un partisan farouche de l'avortement. Pour autant, à titre personnel... Il y a quelque chose qui m'ennuie profondément dans ces primaires, c'est que... Il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup dans ces primaires, c'est que Monsieur Poisson a signé la charte et il va être obligé de soutenir le gagnant qui sera forcément aux antipodes de ses positions. Il a déjà soutenu Fillon. Exactement. Et ça, c'est très grave. Qui veut rajouter quelque chose. Il a une famille sartoise et donc vous êtes intéressé par François Fillon, forcément. Et quand même une chose dont on a peu parlé sur les primaires, c'est que là vous parlez des idées de ces candidats qui en fait les ont pas tellement exposés, ils sont surtout étripés. Dans ces primaires, on a surtout toujours tous voté contre quelqu'un. C'est-à-dire que les gens qui ont massivement voté contre Sarkozy et brusquement pour Fillon, parce que c'était le meilleur rempart pour battre ça, pour dégager Sarkozy, et ensuite pour l'emporter sur Fillon de gauche. Les gens de gauche sont venus voter là contre Sarkozy pour en finir avec Nicolas Sarkozy. Un dernier mot, Nicolas Gauthier. Oui, juste pour rebondir, effectivement, là je suis assez d'accord avec les sociétaires. Le vote Fillon, sociologiquement assez précis, effectivement, c'est une bourgeoisie conservatrice, provinciale,
Et je dis ça, c'est pas péjoratif. Mais simplement, c'est une bourgeoisie qui, depuis Adolphe Thiers, depuis la Commune, s'est toujours battue pour ses intérêts de classe et jamais pour la France. Alors, de temps en temps... Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. Ils sont éblouis par Fillon. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas acceptable de dire cela. Ce n'est pas la de discriminer les gens sous prétexte qu'ils ont voté Fillon. Ils sont aussi responsables et aussi respectables que ceux qui votent Le Pen ou que ceux qui votent d'ailleurs pour Hollande. Cette bourgeoisie de droite a toujours été... Mais vous n'en savez rien. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous dites que la jeunesse aussi vote à gauche. Vous allez dire que... Non, la jeunesse, elle vote aussi Fillon. Mais non, mais vous pensez que ça. Elle vote Front National, elle vote pour Fillon, elle vote pour Mélenchon, elle vote aussi pour la gauche. Être jeune et voter pour Fillon, c'est pas possible. Personne n'a le monopole de cela. Personne n'a le monopole, voilà. Et donc je trouve que ce n'est pas agréable que de vouloir discriminer les gens qui ont voté pour Fillon, ou pour Juppé, ou pour Sarkozy, pour les autres, ou pour Le Pen. Moi, je respecte tout le monde. Mais tout le monde, être jeune et voter pour Fillon, c'est quand même le goulag. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est sûr. Mais être jeune et voter pour Bopin, c'est le lupanard. Alors, dernier mot. Oui, alors on peut peut-être analyser les choses froidement. Alors, il me semble que les classes populaires n'ont pas voté au premier tour des primaires de la droite. Gérald Darmanin, qui était directeur de campagne de Sarkozy, l'a reconnu. Les familles monoparentales, toutes ces petites gens qui souffrent de la mondialisation n'ont pas voté. La France périphérique. Voilà, la France chère à Guilly, ceux que Patrick Buisson appelle les gueules cassées de la mondialisation. Et il me semble aussi que Fillon a engrangé énormément de voix chez des retraités plutôt aisés, classe moyenne aisée, et que son discours un peu plus néolibéral que celui de Juppé trouve un écho certain chez des retraités. Pour servir leurs intérêts. Qui veulent voir l'âge de départ à la retraite avancer. Voilà. Allez, on va regarder les dessins qui nous ont été envoyés par notre ami Ignace, que je félicite, qui vient de me donner à l'instant. Juppé, prêt à draguer toutes les minorités. C'est la lutte finale. Bravo, Ignace. Juppé, soutenu par sa femme, Alain est doux, gentil, ouvert, tolérant. Mon œil, dit Fillon, avec un œil au beurre noir. Juppé veut reconquérir l'électorat féminin. J'ai le soutien des 343 salopes. Ça rappellera d'ailleurs un sujet que Causeur avait fait. Mais en touchant à un tabou. Vous aviez fait quoi? Oui, les 343 salauds, puisqu'on avait, on avait blasphémé la sacro-sainte pétition de l'Obs dans les années 70, des 343 salopes qui défendaient le droit à l'avortement. Nous, on s'est opposé à la prohibition de la prostitution et des clients des prostituées. Et voilà, on a touché un tabou de la gauche morale. Allez, Juppé est terminé. Fillon, je vais le flinguer. Et puis, ils ont le même programme sur l'avortement, sauf que, alors Juppé et Fillon, l'un rit et l'autre pleure. On se retrouve dans quelques instants et on va parler de Donald Trump. Ouais. Pour ce Bistro Liberté vraiment spécial, avec beaucoup de problèmes techniques qui nous ont amenés à faire une émission un peu plus ramassée, mais avec un invité de qualité que je voudrais saluer à nouveau et le remercier pour sa présence. Merci Daoud, merci d'être le rédacteur en chef du magazine Causeur. Et nous allons évoquer ensemble, si vous le voulez bien, deux sujets. Donald Trump, avec l'élection américaine et le bouleversement possible de politique internationale. Et parallèlement à cela, eh bien évidemment, l'Europe. L'Europe, face à cette montée des populismes aux États-Unis, mais aussi bien sûr au sein de l'Europe. Et est-ce que la construction européenne peut tenir encore toujours de la même façon? Donc deux sujets qui sont un petit peu différents quand même, mais finalement qui finiront par se rejoindre grâce à vous. Donald Trump, bouleversement des relations internationales, et dans ces relations internationales, cette Europe, face à la montée des populismes, la construction européenne va-t-elle exploser? Elle est déjà en crise. À vous de répondre. Nicolas Gardère. Alors, il y avait deux sujets qui étaient posés. Donald Trump et l'Europe. Premier point sur Donald Trump. J'aimerais quand même rappeler, et c'est cette vérité fondamentale qui a été posée par le politiste américain, politologue comme on dit chez vous dans les médias, Adam Przeworski, qui est « La démocratie, c'est l'incertitude institutionnalisée ». C'est-à-dire ce qu'on a avec Trump, ce qu'on a avec Fillon, ce qu'on n'a absolument pas avec Poutine. Donc c'est le premier point. Donc concrètement, toutes les élections de Poutine, quand il a dit c'est Medvedev qui va à ma place parce que j'ai des limitations constitutionnelles et tout roule.
Il n'y a aucune incertitude. Ça, c'est réglé. Ça, c'est une démocratie qui fonctionne. Nicolas Gardère. Si vous voulez. Nicolas Gardère. Ça, c'est le premier point. Nicolas Gardère, ce qui devait rouler, c'était l'axe Clinton, Juppé, Non, mais justement, Merkel. la démocratie, Ça- profondément, c'est une incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de démocratie. Si vous savez 1 an à l'avance qui, sans aucune ambiguïté, sera président, sera le chef de l'État, il n'y a pas de démocratie. En Russie, c'est comme ça. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune incertitude électorale. C'est bon. Enfin, c'est la bon. certitude n'est pas une phase en soi. Chez vous, Non. chez les Verts, une certitude, c'est toujours le plus mauvais qui est élu, quoi. Écoutez, moi, ce que j'ai noté, C'est-à-dire pas forcément le plus mauvais. vous pouvez dire ça, bon, c'est facile, vous faites applaudir, Gauthier, je vous aime bien par ailleurs. Mais C'est réciproque. j'ai noté que aux primaires socialistes, Hollande est sorti contre toute attente, Fillon est sorti aux primaires de droite contre toute attente. Je veux dire, dans les vraies démocraties, ce que n'est pas la Russie évidemment, ça se passe comme ça. Quand, vous vous souvenez les élections israéliennes, Kadima sort, ils sont en premier, Tzipi Livni réussit pas à former un gouvernement, finalement c'est Netanyahou. C'est le bordel, mais c'est ça la démocratie. Ils ont la haine du La bonheur, démocratie, c'est c'est pas différent. comme en Russie où on sait déjà que de toute façon, quoi qu'il arrive, en tout état de cause, Poutine va gagner. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est on a dit énormément de mal des sondeurs. Vous savez, par rapport à Fillon qui était à 10%, Fillon qui finit à 44%. J'aimerais juste rappeler que il y a les sondages en tant que tels et le discours sur les sondages. Parce que les sondages, c'est quoi? C'est des commandes de partis, des commandes de candidats, des commandes de médias qui leur font construire les questions de manière très orientée. Là, dans le cas de la primaire, c'était pas des questions construites. C'était si la primaire a lieu demain, pour qui votez-vous? Il n'y a pas de construction là. C'est juste s'il y a quelqu'un à blâmer, à vilipender, c'est le peuple français et ses versatilités. C'est-à-dire que le bon bourgeois français, soucieux de ses intérêts, soucieux de son vote de classe, C'est pas son jour. il a bonjour, vu alors. arriver d'un seul coup Fillon qui pouvait gagner. Il a voté pour lui. Non, mais Il s'est dit que ça pouvait Ce qui est gagner. formidable, Nicolas, chez vous, c'est que quoi le j'adore. sujet Non, C'est mais quoi le deuxième je ne sais sujet pas ce qu'est le sujet. Trump. Et moi, ce qui me, non, mais Trump. écoutez, ce qui me Non, plaît l'Europe, chez vous, l'Europe. c'est bourgeois égale droite, finance égale droite, ce qui est un peu absolument plus complexe. faux. La bourgeoisie à Paris, elle vote Hidalgo, et la finance, elle est à gauche. Les journaux, la finance, elle est à gauche. Voilà, la finance, elle n'est pas à droite. Il m'a C'est la semblé. réalité. Attends, j'ai pas fini. C'est la réalité. Martial, Sinon, non, TV non, Liberté non. existerait J'ai pas avec la fini. finance. Pierre, j'ai pas fini. C'est Libération Dans le qui est un 16e trahi, arrondissement alors. de Paris, là où la concentration des richesses se fait, dans le 8e et dans le 16e, il m'a pas semblé que ça votait à gauche. Ça, ok. Parlons de comment il s'appelle? Trump. D'accord, mais dans le premier, le deuxième, troisième, quatrième arrondissement de Paris, où Non, mais la richesse est la l'argent- réelle, on vote à gauche, non, mais on vote même écolo. Dans Alors, ces arrêtez. quartiers bobos. Arrêtez. Non, ne faites pas N'oublions cela. pas une chose. Ne faites pas cette Dans ces caricature-là. quartiers bobos, il n'y a pas de capital économique. Ce sont des gens qui se sont faits tout seuls. Dans le 8e et dans le 16e. Non, si, c'est vrai. Oh, mais enfin, Mais si, bien écoutez, sûr que si. Dans le 8e et le 16e. Dans le 8e et le 16e. c'est des familles qui vivent dans les où les appartements que gens- les parents ont gagnés. Où Voilà, les point gens final. ont un capital économique. Je n'ai pas fini. Je vais pas Je n'ai pas défendre le fini. 16e, mais je Là parle où les de- gens ont un capital économique costaud, 8e, 16e, 7e, ils votent pour la droite. Classique. Ce que je veux juste dire sur Trump, on ne sait pas ce qu'il va faire, concrètement. Le mec, c'est un entrepreneur, c'est un pragmatique. Profondément, fondamentalement, c'est un pragmatique. Il a été élu. Non, mais attends, il a été élu. Attendez. Parce qu'il était dans une logique de conquête du pouvoir. Il a été élu parce qu'il considérait que Bon. c'était ce que les Américains voulaient. Il a D'accord. été élu sur cette ligne. Qu'est-ce qu'il va faire en tant que président? On n'en sait rien. Le mec est pragmatique, il n'a pas d'idée. De toute façon, il n'a pas d'idée, il n'a pas de conviction. Quoi qu'il arrive, il n'a pas de conviction. Donc, il va faire au mieux des intérêts américains. Point barre. Ceux qui considèrent que ça va être une révolution, je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont profondément tort. Il va faire au mieux des intérêts américains, sans aucune conviction. Pierre Gentillet. Et comme ses conseillers, Pierre Gentillet, on et passe à comme Pierre ses Gentillet. conseillers lui recommandent. On n'a pas parlé du troisième sujet sur On en l'Europe. reparlera. Pierre Justement, Gentillet, alors, je vais faire le cette lien. montée. Je vais faire le lien entre les deux. C'est que je pense justement qu'il peut y avoir un lien à faire entre les deux sujets que vous avez évoqués. J'ai entendu parler d'une critique de la finance. Je pense que ce qui a été aussi très présent dans la campagne américaine et qu'on retrouve dans les mouvements dits populistes en Europe, c'est une critique du modèle économique et en particulier de la domination de la finance sur notre chère démocratie libérale, ce qui n'existe pas trop en Russie. Pour la finance, je parle pour la finance. Comment? Comme vous voulez. l'homme le plus riche du monde. C'est mon tour, Vladimir Poutine. c'est mon tour, Vladimir c'est mon tour, Poutine. c'est mon tour, on c'est mon avance, tour, on c'est mon avance. tour.
Et les conneries de Lobs et de Vessier, ça, vous les gardez. Hein. Oubliez Vessier. Tout le monde sait que on poursuit pendant qu'on a encore les moyens techniques de se faire entendre et d'enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est que autant du côté démocrate que du côté républicain, il y a eu 2 candidats qui ont beaucoup critiqué la finance. Du côté démocrate, il y a eu Bernie Sanders, qui était un candidat très intéressant, qui avait une vraie critique sur la finance, et Donald Trump aussi, notamment dans ses derniers discours, le discours de Floride quelques jours avant d'être élu, a eu un discours très offensif, voire même pour certains complotistes, en particulier du côté d'Hillary Clinton, contre la finance. Et ce qui fait le lien justement avec les mouvements qui émergent en Europe, c'est-à-dire qu'on a une rébellion entre guillemets des peuples contre les élites. Alors cette rébellion, elle se fait sur des motifs identitaires, parce que l'Europe ethniquement est en train de changer. C'est un fait qui se constate. Il suffit de se balader en sortant du studio. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce bouleversement aujourd'hui qui arrive fait qu'il y a 2 types de mouvements dits populistes. Alors vous avez les mouvements populistes type PVV. Le PVV, c'est les partis hollandais, qui sont des partis libéraux, plutôt néoconservateurs, et qui sont plutôt pas trop maltraités par la presse internationale. Puis il y a d'autres mouvements qui, eux, sont plus critiques vis-à-vis de la finance, qui, eux, ont un peu plus de mal à émerger, sont beaucoup plus diabolisés. Je pense, par exemple, au Front National. Et je voudrais dire une deuxième chose. Ça m'intéresse beaucoup qu'on parle des mouvements populistes, de la montée des populismes en Europe. J'étais en Grèce il y a 2-3 semaines pour une conférence, et je me suis un peu baladé dans les rues à Athènes. C'est une catastrophe. Et j'ai discuté avec beaucoup de Grecs, pardon. Oui. Je sais pas comment. Je croyais que vous étiez au colloque d'éléments. Le plan lacanien. C'est très intéressant. Il y a un problème. La situation en Grèce est très intéressante parce que c'est peut-être ce qui nous attend ici. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en Grèce un parti qui s'appelle Aube Dorée, qui est aujourd'hui le 3e parti en Grèce, et qui fait beaucoup parler de lui, et qui est un parti beaucoup plus construit idéologiquement. C'est pas seulement des Nasbrock, même s'il y a aussi ça, mais idéologiquement, il y a quelque chose de bien plus profond en réalité. Ce qui est intéressant, et je vais faire le parallèle avec la France, vous allez comprendre tout de suite. Il y a un parti, en fait, mon idée, c'est que il y a aujourd'hui une révolte des peuples, et que si les partis contestataires déjà, par exemple le Front National, ne l'entendent pas, et s'ils se compromettent, quelque chose de bien pire émergera. Et ce qui est bien pire émergé, c'est Aube Dorée. Vous aviez un parti, je donne l'exemple tout de suite, vous aviez un parti en Grèce qui s'appelait le Laos, qui était un parti Villiers. Droit, voilà. Oui, Villiers si vous voulez, bon, c'est pas comparé au Front, mais en tout cas un parti national, etc., qui s'est compromis au début des années 2010, la première décennie, deuxième, en entrant au gouvernement. Dès l'instant où elle est entrée au gouvernement, le parti est passé de 8-10% à 0,20%, et Aube Dorée a émergé. Et Aube Dorée, c'est quelque chose de différent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un défi pour ces partis populistes. Et si ces partis populistes se compromettent, s'ils ne prennent pas la mesure de l'enjeu, quelque chose de bien plus profond et bien plus dangereux émergera. Daoud Bourzala, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Pierre, qui est très intéressant. Alors, il y a des précédents dans l'histoire. Je déteste les comparaisons historiques avec les années 30, le refrain, les heures les plus sombres de notre histoire, C'était un beau laboratoire etc. de sciences politiques. Voilà. Si on prend l'exemple de l'Allemagne des années 20, qui est quand même aux abois, de la même manière que la Grèce aujourd'hui peut apparaître exsangue. Très bien, ouais. Si vous lisez un auteur qui m'est cher comme Ernst von Salomon, dans La Ville et dans le Questionnaire, le mouvement des paysans qu'on a appelé dans le Schleswig-Holstein, dans cette région du nord de l'Allemagne frontalière avec le Danemark, les petits paysans qui étaient opprimés par les vendeurs de grains, par les impôts, cette révolte quasi poujadiste qu'il y a eu. Jacquerie. Voilà, cette jacquerie, exactement. En fait, elle a été soutenue par le parti nazi, qui était également lié à des grands financiers, mais également par des francs-tireurs plutôt de droite, voilà, tout un ensemble de gens. Et finalement, pourquoi Hitler a su tirer son épingle du jeu, hormis que l'Allemagne était dans une situation exceptionnelle, c'est que les classes moyennes étaient paupérisées, la paysannerie aussi. Et finalement, ce que raconte von Salomon, c'est que lors de toutes ces jacqueries, il y avait quelqu'un au fond de la salle qui attendait de tirer son épingle du jeu. C'était le NSDAP, Adolf Hitler. Et donc oui, je pense que le vrai danger n'est pas Trump, mais la déception et l'immense ressentiment qui pourrait naître
maître des attentes déçues. Et c'est surtout quelque chose de beaucoup plus violent, et si je puis me permettre aussi, sur la forme qui nous ressemble, en tout cas pour parler pour ce parti, le Jobbik en Hongrie, il fait aussi un petit peu penser, qui sur la forme a très bien compris quelque chose que pour moi le système politique français n'a pas compris, c'est que les partis politiques sont morts. Obdoré comme le Jobbik ne fonctionne pas comme un parti politique. Pourquoi ? Parce que c'est un constat très simple, c'est-à-dire qu'en fait en Grèce, les services publics sont complètement morts. Donc qu'est-ce que fait Obdoré ? Ils font la police. Il n'y a plus de distribution populaire. Ils les font et ils les réservent uniquement aux Grecs, ce qui pâtit pour le coup pour ceux qui ne sont pas grecs. Il y a des gens qui sont aussi dans la rue et qui ne sont pas grecs. Et comme ils refont tout ce service de proximité, des gens votent même sans savoir leur étiquette, leur biométrie. C'est pas ça scandaleux que Obdoré fasse que pour les Grecs. Non mais là je pose juste. Scandaleux. Mais là je pose juste un constat. Ce que je veux dire qui est très important, c'est que la façon. C'est moralement. Non mais peut-être, mais je parle pas de morale. Ce que je veux dire. Mais on va vous envoyer en Grèce. Ce que je veux dire, juste pour terminer, Martial, je termine, c'est promis. Ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme des partis politiques. Ils ne fonctionnent pas comme des partis politiques et c'est pour ça qu'ils réussissent et très vite. Et c'est pour ça que ça peut être soudain et très rapide, ce qui peut se passer aussi en Europe. Et face à ça, la construction européenne, en un mot, la construction européenne par rapport à ça, ça va exploser, ça va se déliter. Je ne crois pas à une explosion. Enfin, une explosion, ça arrivera s'il y a une grosse révolution, s'il y a un gros crack économique. Je suis pas économiste pour le dire. Je pense qu'il va y avoir un délitement, qu'on va avoir quelques traités qui vont être défaits. L'Angleterre en est un bon exemple si le Brexit aboutit, parce que vous savez que les juges veulent bloquer. On va sortir des traités européens, on va enlever cette espèce de truc qui est la supra, pour les juristes, qui est vraiment un truc affreux, c'est la supranationalité, sauf pour la Constitution, des normes européennes sur notre droit national, ce qui nous rend plus vraiment souverains. Ça va se déliter progressivement. Après, il restera des choses. Philippe Randa. Pour rebondir sur ce que vient dire Pierre Gentillet, et si je me rappelle bien, la première question du débat, c'était quand même sur Trump et c'est ce qu'il allait faire au niveau international. On a dit beaucoup de choses sur Trump. Donc pendant la campagne électorale, on l'a présenté sous tous les aspects les plus divers et variés, généralement contre lui. Et depuis qu'il a gagné, on a un terme qu'a employé d'ailleurs Maître Gardère, le qualifiant, c'est celui de pragmatique. Trump n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Réaliste. Ce qui fait que ce qu'il va faire au niveau politique international, personne ne peut vraiment le savoir, puisqu'il a dit tout et le contraire de tout. Il est revenu à peu près sur toutes les positions qu'il a données pendant la campagne. Et je voudrais juste insister sur une chose qui arrive sur la construction. C'est ce que les médias nous disent. Hein. Comment ? C'est ce que les médias disent. Non, mais enfin, les médias avaient monté aussi en épingle certaines de ces déclarations pour dire ensuite, évidemment, qu'il tourne le dos. Quand je dis qu'il revient dessus, ça ne veut pas dire qu'il dit le contraire. Ça veut dire seulement, maintenant, on n'est plus en campagne électorale, Trump a gagné, donc maintenant, il va s'attaquer au problème d'une façon différente que peut l'être le candidat Trump qui doit convaincre des électeurs. Juste un point précis concernant l'Europe et un point important, c'est celui du TAFTA, où on nous annonce que le TAFTA c'est fini, Trump ne va pas le signer. C'est à la base une fausse bonne nouvelle qui a été lancée par la chancelière Merkel et rien ne dit aujourd'hui que Donald Trump va arrêter les négociations, il va seulement les voir autrement. N'est-ce pas ? Stéphanie Bignon. Oui, bien sûr. Non, mais j'écoute avec attention ce que vous dites. J'ai pas d'objection. Un sujet en deux questions. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'incertitudes que cela en démocratie, parce que je pense que la démocratie, telle qu'on nous la présente, n'existe pas de toute façon, et que la finance est derrière. Et quand vous parliez tout à l'heure, j'ai trouvé très intéressant l'intervention de Pierre et de vous, monsieur, parce que c'est vrai que l'Allemagne, la République de Weimar a été voulue par la finance internationale et a amené quelque chose qui a été fabriqué par la finance internationale du moment. Et quand on voit l'élection de M. Trump, je vois d'abord un monsieur qui a fait fortune, il a rien de moins que 4 courtiers géants à son service, notamment JP Morgan, une des plus grandes banques du monde, si ce n'est la plus grande, et que je m'étonne beaucoup que ce monsieur soit étonné que la frontière mexicaine soit poreuse et que les Américains du Sud veuillent monter vers le Nord, alors que c'est l'Amérique du Nord qui a provoqué un désastre économique, et notamment chez les paysans de l'Amérique du Sud, avec des grandes entreprises comme Dole Food Corporation et d'autres, qui ont créé ces déficits. Donc, je trouve assez intéressant
qu'on puisse faire et qu'on puisse être élu finalement en profitant du désastre qu'on a soi-même créé. L'Amérique du Nord financière a provoqué de nombreux bouleversements dans le monde et depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, depuis la guerre de 14. Mais donc après ça, face à la montée du populisme, une avenir pour la construction européenne. Alors d'abord, la construction européenne, c'est un terme mal choisi parce que on devrait plutôt dire la déconstruction européenne. Hein, c'est ce qu'on subit. C'est une grande et une vaste entreprise de déconstruction. Donc c'est une catastrophe. Alors, après, pour faire court, on va me dire, oui, mais alors qu'est-ce que vous proposez? Souvent, c'est ce qu'on me demande. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que des sujets tels que sur les mœurs, l'avortement, l'euthanasie, le mariage, tous ces sujets-là, qui aujourd'hui sont sujets à débat public, et on le voit aujourd'hui entre Fillon, soit des sujets traités, c'est des sujets tellement importants qui touchent la vie, qui sont de l'ordre naturel des choses, de l'ordre naturel et révélé, et que ces sujets-là doivent rester entre les mains de l'Église. Et ce que je demande, c'est que par contre nos hommes d'État fassent leur rôle d'hommes d'État, c'est-à-dire défense, sécurité, justice. Mais je ne leur demande pas de remettre en cause l'ordre naturel des choses. Et c'est pour moi l'avenir de notre pays et même de notre continent sera digne si nous retrouvons non pas cette séparation, mais cette distinction des pouvoirs, et de remettre les hommes d'État à leur place, qu'a fait Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis de l'ordre dans le royaume de France. Elle a dit au dauphin, tu es le dauphin, tu es le lieutenant, mais le vrai roi, c'est le Christ. Et voilà, on est passé de Trump à Jeanne d'Arc, c'était formidable, il fallait bien y arriver, c'est formidable. Je voudrais finir en citant Simone Veil, en pensant à vous, Maître Gardère. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, commentaires. Voilà. Élogieux. Et je voulais dire à Maître Gardère, en citant Simone Veil, la vraie révolution consiste dans le retour à un ordre éternel momentanément perturbé. Voilà, elle est le philosophe Simone Veil, toujours en point de cité pour la deuxième fois dans Bistro Liberté. Elle le mérite d'ailleurs. La meilleure. Alors, Donald Trump, effectivement, comme souvent en France, qu'on est quand même un pays où on aime bien débattre sur souvent des côtes cerises, même des choses plus importantes, mais autrement on ne serait pas français. Le phénomène Trump, donc, a donné une espèce de vague de Trump-mania dans certains milieux nationalistes. On y voyait une espèce de Le Pen américain. Certains, plus à gauche, sont psychotés, effectivement, sur quasiment un retour d'Hitler, parce que la réduction d'Hitlerum est toujours très pratique, ça évite de réfléchir. Bon, après, comme vous avez dit, Trump est un pragmatique. Il a des courtiers dans la banque, mais c'est pas un homme de la finance, c'est un bâtisseur. Donc, il a une vision différente. Et dans l'immobilier. C'est pas un spéculateur. Pas un maçon non plus. Hein. Non, non, mais il est un petit peu comme. C'est un peu comme la famille Bouygues en France. Le vieux Bouygues a démarré, effectivement, portant les sacs de ciment sur les chantiers. Il est devenu riche après. Et son fils Martin lui a maintenant sa carte au club. Le problème de Trump, c'est qu'il n'a pas sa carte au club à Wall Street. C'est un grossier personnage vite enrichi. Voilà. La carte au club à voir. Mais le plus important que ça, effectivement, sur ses rapports avec l'Europe, le fait qu'il veuille se désengager de l'Europe et même faire sortir les armées américaines de l'OTAN, quitte à ce que la France et l'Europe prennent en charge leur propre défense, ce qui serait qu'après tout, parmi les fonctions régaliennes que vous évoquiez à l'instant, ça serait bien la moindre des choses. Mais ça, c'est un mouvement qui a déjà été initié à l'époque de Barack Obama et même avant, sachant que le centre de gravité géopolitique, depuis des siècles, a démarré dans la Méditerranée, qui était le lieu de entre les empires arabes, l'Espagne, le Saint-Empire benjaminique, la France, l'Angleterre. C'est là que tout se passait, la Mare Nostrum. C'était ce qu'on appelait le monde. Il y avait un monde plus loin, mais on ne savait pas qu'il existait. Avec la découverte de l'Amérique, le centre de gravité se déplace vers l'Atlantique. Et la Méditerranée perd tout son intérêt. Et maintenant, il est en train de se déplacer vers le Pacifique, d'où les tensions à répétition entre la Chine et le Japon, la marine chinoise qui fait les fiers à bras là-bas. Le premier voyage de Donald Trump, normalement, actuellement, il se fait au Canada, il devrait se faire au Japon. Oui. Le premier est au Japon. Normalement, le premier est toujours au Canada. Et on en arrive à la question européenne. C'est vrai que on a vécu depuis 1945 assez tranquillement en Europe parce qu'il y avait le parapluie militaire américain.
Et il ne faut pas oublier que les pères de la Constitution européenne allaient quand même prendre leurs ordres à Washington. Là, on se retrouve comme un enfant au square, on va au manège, sauf que papa vous tient plus la main. Donc maintenant, il faut peut-être se débrouiller un petit peu pour payer son ticket, retrouver le chemin de la maison. J'ai presque fini, cher Martial. Tu es long, Gauthier. Pas plus que vous, cher maître. Jamais. Mais l'Europe, c'est pas, il n'y aura pas une implosion, il y a la montée des populismes. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle ne se délite pas, mais elle est en train de se réformer. Il y a un phénomène intéressant qui est en train de reprendre corps, c'est le retour du Visegrad, cette espèce de centre d'union balkanique de l'Europe du centre entre la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, à laquelle pourrait bientôt s'adjoindre l'Autriche, selon les résultats dimanche prochain. Et donc, ça serait quasiment, pas le retour de Sissi impératrice, mais de quelque chose qui pourrait évoquer de très près ce qu'a été l'ancien empire austro-hongrois. Comme quoi, je pense, puis-je finir, cher maître, je laisse terminer. Comme quoi, je pense que le passé européen a encore de l'avenir. Voilà. Un dernier mot. On est en 10 secondes. Daoud Bourzala. Non, je termine. Il faut terminer. Il faut que je termine. Daoud, je vous écoute, Daoud Bourzala. J'ai une question à vous poser après. J'ai une remarque d'ordre quasi sémantique. Moi, je suis très frappé par l'expression construction européenne. J'ai l'impression qu'on interviewe Gorbatchev en 85 en lui demandant, en fait, vous en êtes où de la construction du socialisme dans votre pays? Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'Europe se délite. Le Brexit, la Grande-Bretagne est partie. Que c'est plutôt une déconstruction. Avec Trump, le monde sera peace and love. Ça, c'est pour Trump et Poutine. Il est libre, Trump. Après la chanson, il est libre, Max. Il est libre, Trump. Et merci. Avec avec un gros cigare. C'est bien évidemment l'image Clinton, le gros cigare. Voilà, exactement. Avait changé la face du monde avec son nez. Moi, c'est avec ma mèche, dit Donald Trump. Face à la montée des populismes, le barrage européiste, bien évidemment, qui prend l'eau. Montée des populismes, on s'adapte. Et puis, avec Juppé, je vous en ai parlé. Il me reste de parler de Causeur. Avec Elisabeth Lévy, avec Causeur. Je fais du populisme baba cool. Je fais du populisme baba cool. Merci beaucoup, Daoud. Allez, le prochain numéro de Causeur, c'est sur quoi? Alors, vous le donnez, Elisabeth? Oui, ce sera en grande partie sur les populismes et puis les grands peut-être les grands perdants de ces dernières semaines, Hillary Clinton et Juppé, si Fillon le veut bien. Merci beaucoup, merci à tous. Allez, un dernier message, que j'ai oublié plein de choses pour cette émission qui était un petit peu difficile, mais que nous avons fait grâce à nos techniciens, que je félicite véritablement pour le travail qu'ils ont fait, ils le méritent, pour notre public, parce que maintenant on va faire les 35 heures d'Hanouna, un petit peu plus même. Merci à notre public. Merci à nos sociétaires qui ont tenu le coup pour ce numéro dont on vous expliquera un jour comment il s'est déroulé. Ça valait le coup de le voir. Allez, Nicolas de Garches, Sébastien d'Olivet, Christian de Toulon, Stéphane de Quetararo, c'est au Mexique, René de la Garenne-Saint-Hilaire, c'est plus près, Lucien de Cantenac, Bertrand de Boulogne-Billancourt, Laurent d'Alfortville, Michel de Valence-d'Agen, José de Strasbourg, Benjamin de Paris, Colette de Nice, Philippe de Chaleuzeul, dans le Doubs, Marc de Salon de Provence et Martin de Paris. Eh bien, c'est à vous que je dédie cette émission qui était particulièrement difficile à réaliser et à maîtriser. Bravo à vous, car c'est grâce à vous et à vos dons que vous faites vivre TV Liberté. C'est véritablement un beau projet. Il mérite d'être soutenu et rejoignez cette liste de donateurs. Et puis allez, toute dernière chose, vous le savez, en ce moment, on va avant la fin de l'année, 31 décembre, il va falloir payer ses impôts. Alors, moi, je vais sur le site impôts.gouv.fr. Je regarde, en fait, combien je vais payer d'impôts. On trouve la somme, et cette somme-là, en fait, on peut la donner à une association. On peut la donner à TV Liberté pour ses idées. On peut la donner pour son projet. Et à partir de ce moment-là, mon impôt sert à mes idées. Mon impôt sert à mes idées. Ah, ça, c'est magique. N'oubliez pas cela. C'est avant le 31 décembre qu'il faut le faire. Merci. À très bientôt. Un grand merci à tous. Ciao. À bientôt.